Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est François Gall, le cofondateur de TNM, entreprise française spécialisée dans l'adoucissement de l'eau, qui propose un nouveau système pour se débarrasser du calcaire. Le débat de ce Smart Impact, il porte sur l'essor du vélo, notamment le vélo électrique, comment les modèles évoluent, comment faire baisser les coûts, comment améliorer leur réparabilité, quels sont les métiers, les formations associées à ce développement du secteur. Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Morpho, ou quand les drones accompagnent les projets de reforestation à grande échelle. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour François Gall. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes donc le cofondateur de TNM, entreprise basée à Grasse, créée en 2018. Votre métier, c'est quoi? Le traitement de l'eau? Le traitement de l'eau à destination des particuliers essentiellement, mais également des professionnels de plusieurs typologies. On aura l'occasion d'y revenir. Oui, il y a différents métiers qui peuvent être évidemment associés ou qui sont des partenaires de votre entreprise. Comment ça marche? C'est quoi la technologie? Comment vous filtrez l'eau en fait? Alors, il y a deux sujets. Oui. D'un côté, la problématique du calcaire, qui est, alors, notamment dans le sud de la France, mais dans le nord aussi, en région parisienne, qui est un vrai problème à différents niveaux. Donc ça, c'est l'adoucissement de l'eau. Et de l'autre côté, la problématique de la filtration des indésirables qu'il y a dans l'eau, au premier titre duquel le chlore, qui est nécessaire pour le transport de l'eau, mais qui n'a pas forcément vocation à être ingurgité, et d'autres choses qui, malheureusement, font régulièrement la une des actualités, pesticides, métaux lourds, etc. etc. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir une bonne qualité d'eau sans avoir recours aux bouteilles qui ne sont pas forcément très éco-compatibles. Évidemment, si on peut réduire, voire oublier l'eau en bouteille plastique, ça me semble une bonne idée. C'est quoi? C'est des filtres carbone? C'est quel type de filtre? Alors, sur la partie adoucissement de l'eau, on parle d'adoucisseurs d'eau. Ouais. Donc ça, c'est des appareils qui sont plus ou moins encombrants, suivant la taille du logement, ouais. Qui vont se mettre à l'arrivée générale de l'habitation. Et après, la partie filtration, ça se met effectivement sous l'évier, spécifiquement pour le robinet de la cuisine, pour tout ce qui va être boire, cuisiner. L'idée, c'est de donner encore plus confiance dans l'eau du robinet, parce que l'eau du robinet, elle est quand même évaluée, elle est propre à la consommation, sinon elle sortirait pas du robinet. Donc c'est un peu votre démarche? Alors l'idée, c'est un peu touchy comme sujet, effectivement, entre l'eau qui est censée être la denrée alimentaire la plus contrôlée de France, oui, et de l'autre côté, des scandales réguliers, et notamment, là, il y a l'ANSES qui a révélé sur leurs études, sur toutes leurs analyses entre 2020 et 2022, sur notamment le chlorothalonil, qui est un fongicide qui a été très, très, très utilisé en Europe, qui malheureusement n'est pas détectable par tous les laboratoires qui font les analyses. Donc la plupart du temps, il n'est pas mesuré. Mais l'ANSES, dans toutes les mesures entre 2020 et 2022, dans plus de 33% des échantillons, il a été retrouvé au-delà des normes de potabilité. Donc c'est malheureusement un peu comme dans l'urine des sportifs, on trouve que ce qu'on cherche. Et si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Donc l'idée n'est pas de dire que l'eau en France est mauvaise, parce qu'effectivement on a la chance d'avoir une eau qui est meilleure que la plupart des endroits sur la planète. Mais peut mieux faire. Donc on l'améliore encore plus avec vos systèmes. Je voudrais qu'on parle du diagnostic calcaire. C'est le point de départ d'une certaine façon quand vous contactez un client, que ce soit particulier ou entreprise? En fait, ce que la plupart des gens ignorent, c'est que quand on traite son eau, on fait des économies. Et la plupart du temps, traiter son eau, c'est moins cher que de ne pas la traiter. Donc effectivement, notre démarche, c'est de rencontrer les gens en leur disant qu'on va leur offrir une analyse de l'eau et chiffrer les économies qu'ils pourront réaliser. En moyenne, on est sur 80 € d'économie. Et quand vous avez une solution qui vous coûte 40 ou 50 pour faire 80 d'économies, j'ai envie de dire, c'est assez logique de franchir le cap. Et c'est pour ça que... Voilà. On progresse, on innove encore. Il y a de nouveaux systèmes de filtration ou de traitement de l'eau dure, du calcaire? Non, on progresse, j'ai envie de dire, comme pour la voiture, ouais, probablement plus dans l'efficience des systèmes que dans leur fonctionnement. Ouais. Le principe reste le même depuis longtemps. Ce qui a été, on va dire, une nouveauté des dernières années, c'est ces systèmes de désinfection automatique qui sont intégrés à l'appareil, qui n'existaient pas il y a des années. Et donc, ce qui pouvait être l'un des reproches faits, c'est que ça pouvait devenir un nid à bactéries.
pendant des absences prolongées. Ouais. Aujourd'hui, dans nos appareils de série, on a des systèmes de chlorinateurs, même principe que sur les piscines à sel, où on va venir électrolyser de l'eau salée. Ça génère du chlore, ça désinfecte l'appareil, et donc il n'y a pas de possibilité de développement de bactéries. Ouais. Alors, vos clients sont d'abord des particuliers, on l'a dit, mais pas que. Alors, historiquement, nos clients sont des particuliers. Et aujourd'hui, en majorité encore des particuliers. Et cette année, on met vraiment un focus sur les restaurants. Parce qu'en France, on a encore le réflexe d'avoir, je ne vais pas citer de marque, mais une grande marque d'eau, de bouteilles d'eau plate et d'eau pétillante, qu'on voit au restaurant, ou la fameuse carafe. Un pays proche de Nice et de Grasse, qui est l'Italie, là-bas, ils ont vraiment 8 ou 9 restaurants sur 10, c'est de l'eau qui est filtrée sur place et gazéifiée sur place. Donc déjà, on élimine le transport et les bouteilles. Et là, on met vraiment le focus sur acquérir cette clientèle de façon à ce qu'ils proposent de l'eau filtrée au lieu des bouteilles. Donc dans une démarche, on va dire, cohérente de transport, etc. Mais également, évidemment, une visibilité pour l'entreprise qui nous permet de mettre en place des partenariats avec ces restaurants et, j'ai envie de dire, de créer une synergie gagnant-gagnant. Dans vos partenaires, il y a aussi des plombiers, des foreurs, par exemple. Expliquez-nous ces partenariats. Alors aujourd'hui, les plombiers et les foreurs sont plombiers et foreurs. Nous, on est très tordos, j'ai envie de dire, chacun son métier. Et souvent, je ne vais pas mettre tous dans le même panier, mais les plombiers et les foreurs n'ont pas forcément la formation et les compétences pour dimensionner comme il faut l'appareil, rarement pour faire le suivi et l'entretien. Et la plupart du temps, ils vont se fournir de matériel chez leur fournisseur, qui sera bien dimensionné ou pas toujours, mais qui sera garanti 2 ans et sur lequel ils ne vont pas assurer de suivi, parce que des petits entretiens à une centaine d'euros, ce n'est pas, entre guillemets, rentable pour eux, ils n'ont pas la logistique pour gérer ça. Nous, on va leur fournir le matériel, on va l'installer ou ils vont l'installer, mais à côté de ça, on va assurer le suivi de leurs clients en prenant contact avec eux tous les ans pour faire l'entretien, ce qui nous permet de leur assurer une garantie de 10 ans, pièces et main-d'œuvre. Et ça leur apporte là, par contre, une vraie valeur ajoutée pour un produit qui vont au final payer le même prix que chez leur fournisseur habituel, mais avec un service au-dessus. Ouais. Je voudrais qu'on vienne à l'engagement environnemental et finalement l'impact environnemental d'une activité comme la vôtre. On parlait des bouteilles d'eau en plastique. Est-ce que, c'est pas une colle, mais est-ce que la consommation d'eau en plastique, elle est corrélée à la qualité de l'eau du robinet. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est aussi évident que ça? Parce qu'il y a par exemple sur l'eau dure, sur l'eau chargée en calcaire, on sait qu'il y a des cartes de département, vous parliez des régions les plus frappées en France. Est-ce qu'il y a ce lien qui est fait par les consommateurs? Alors, localement probablement, parce que déjà il faut savoir que toutes les villes n'auront pas, tous les endroits dans la ville n'auront pas les mêmes taux de chlore dans l'eau, puisque le chlore a tendance à se transformer en des résidus qui ont moins de goût, moins d'odeur. Donc il y a des quartiers dans des villes où l'eau est très chlorée, d'autres moins. Et évidemment, plus l'eau est gênante au niveau du goût, plus les gens auront tendance à acheter des eaux en bouteille. Donc ça, oui. Et en France, on est champion de beaucoup de choses. Et en l'occurrence, de consommation d'eau en bouteille, on est champion du monde aussi. Est-ce que chez vos clients là, particuliers, il y en a beaucoup qui sont dans une démarche environnementale, qui vous disent, ou alors c'est d'abord l'économie qu'on va faire, les quelques dizaines d'euros qu'on peut faire par an? C'est, j'ai envie de dire, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Il y a un tiers, c'est vraiment pour l'économie, un tiers, c'est plus pour le confort et protéger la maison, parce que qui reste quand même l'investissement de toute une vie pour beaucoup de personnes. Et de l'autre côté, effectivement, le côté environnemental. Je veux arrêter de consommer de l'eau en bouteille plastique. Je veux arrêter de consommer des bouteilles en plastique. Je veux arrêter d'utiliser tout un tas de produits pas très écolos, d'adoucissants et autres qui finalement finissent dans l'eau et qui polluent la ressource. Et donc, lutter contre le calcaire, c'est aussi lutter contre tous ces produits qui sont utilisés et qui sont pas très vertueux. Ouais. Et dans votre démarche, vous reversez depuis la création de l'entreprise 1% du chiffre d'affaires à l'ONG, 1% pour la planète. Pourquoi cet engagement? On a souhaité contribuer tout simplement à notre échelle, à aider des associations qui sont dans ce domaine, et notamment l'eau. Et SOS Grand Bleu, qui est une association de Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui sensibilise notamment à travers des sorties avec les écoles et autres sur les enjeux de l'eau, que ça soit l'eau qu'on consomme, mais également la mer, l'océan, qui finalement
contribue à notre aussi cadre de vie. Et c'est d'autant plus important quand on essaie de lutter contre la consommation de plastique, parce qu'on sait qu'une large part de ces plastiques se retrouve dans l'océan. Merci beaucoup François Gall d'être venu nous présenter TNM. À bientôt sur Bismart. C'est lors de notre débat, le vélo, notamment le vélo électrique au programme. Le débat de ce Smart Impact, on parle donc mobilité. Bonjour Clément Flegg, bienvenue. Et bonjour, merci beaucoup. Vous êtes formateur mobilité électrique multimodalité chez Ligne de Chaîne et puis en duplex Cyril Chogari. Bonjour et bienvenue. Vous êtes Development Manager chez Tenways Europe. Je commence par vous donner des chiffres sur les moyens de transport individuels vendus en 2022. Selon l'Observatoire du cycle, 43% de vélos, 26,5% de trottinettes et 26% de voitures. Clément Flegg, face à ce boom du vélo, notamment électrique, que propose Ligne de Chaîne? Expliquez-nous, c'est quoi Ligne de Chaîne? Vous avez très bien fait de parler de boom. Ligne de Chaîne, c'est aujourd'hui le seul organisme de formation français spécialisé uniquement, concentré uniquement sur les véhicules électriques, qu'ils soient légers ou lourds. Alors on s'arrête à la voiture, on ne fait pas de bus ou de poids lourds électriques. Mais vous faites bien de parler de boom, tout simplement parce que chez Ligne de Chaîne, on a créé l'organisme parce qu'on s'est rendu compte assez vite que ça allait être un boom et que en fait, l'arrivée des produits allait être beaucoup plus rapide que la montée en compétences. Donc, on s'est dit... À la fois chez les utilisateurs et chez les réparateurs. Exactement. Alors, nous, on est très réparateurs, vendeurs et réparateurs, puisque nos formations sont centralisées sur la vente et la réparation des véhicules électriques. Et on s'est dit, effectivement, ça va être un boom. Ça va pas forcément être très progressif, puisqu'il y a un besoin. Il faut décarboner les transports, il faut désengorger les villes. Donc, on s'est dit, voilà, il va y avoir un boom. Entre guillemets, apporter des véhicules, ça va être facile, entre guillemets. Par contre, après, commercialiser, aiguiller l'utilisateur et surtout les réparer. Et là, par contre, on s'est dit, voilà, en termes de compétences, ça va être compliqué. Et donc, ça, c'était le constat de départ, qui est confirmé, j'imagine, mois après mois. Est-ce qu'on a évalué le manque de techniciens pour faire face à ce boom et finalement à la réparation? Et donc, puisqu'on est aussi dans cette cohérence-là, à la durabilité de ces moyens de mobilité. Et là, vous touchez juste. Alors, est-ce qu'on a évalué dans certains milieux? Oui, je dirais que l'automobile, même si voilà, il y a des situations des fois un peu compliquées, les batteries, etc. Mais on n'est pas sur des très gros volumes et on est sur des constructeurs qui veulent quand même bien faire. Sur la micromobilité, c'est plus compliqué parce qu'on est sur des produits moins chers, on est sur des produits qui sont moins contrôlés. Et là, par contre, on n'a pas bien évolué le besoin de réparation. Et il en ressort, et vous l'avez parfaitement estimé, il en ressort une durée de vie des produits qui aujourd'hui commence à alarmer certains observateurs, et ils ont tout à fait raison, notamment sur la trottinette électrique, sur certains vélos électriques de marques peu connues ou d'importation peu suivi, et là on commence à avoir des durées de vie qui sont beaucoup trop courtes, donc il faut tirer la sonnette d'alarme et il faut vraiment former des réparateurs qualifiés, il faut adapter des pièces détachées, il faut comprendre la panne, et ça clairement aujourd'hui nous la branche micro-mobilité c'est vraiment la branche la plus active. Alors je me tourne vers vous Cyril Chogari pour d'abord question de présentation, c'est quoi Tenways? Tenways, c'est une marque qui aujourd'hui devient leader dans son segment, c'est-à-dire les vélos électriques de ville, principalement urbains au jour d'aujourd'hui. On est présent, c'est une marque hollandaise, et on est de plus en plus présent en France. Ça représente quoi, tiens d'ailleurs, la France? Est-ce que c'est une terre de croissance forte pour le vélo électrique aujourd'hui? Alors c'est une terre qui présente énormément d'intérêt, d'opportunités. La seule différence finalement entre d'autres pays tels que les Pays-Bas ou la Belgique, c'est que le français a moins la culture du vélo ancrée dans son esprit, mais on y travaille et les chiffres sont très très encourageants. La croissance du vélo électrique, ville par ville, elle est vraiment liée au nombre de kilomètres de pistes cyclables qui sont construites par les municipalités. Est-ce que vous pouvez faire le lien aussi précisément ? Alors je pense qu'effectivement, oui, tout à fait. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, plus une ville s'investit dans l'implantation de pistes, plus une ville s'investit dans l'implantation de parking, entre guillemets, de slots, plus l'utilisateur a envie d'utiliser un vélo.
Mais il y a une autre chose aussi auquel il faut songer, c'est pas tellement l'intérêt de la ville, mais de l'employeur également. C'est-à-dire qu'il faut que l'État pousse l'employeur à pouvoir faire profiter son employé d'un vélo électrique comme une solution tierce à la voiture ou autre moyen de locomotion. Oui, donc ça passe par des aides, il y en a déjà. Vous pensez qu'il faudrait booster cette cohérence-là ? Je pense que les aides en France sont extrêmement bonnes quand je compare aux autres pays qu'on gère. Mais il faudrait, à mon avis, peut-être simplement booster la partie communication. Chaque personne aujourd'hui a droit à avoir une aide pour un vélo électrique et il faut clairement l'utiliser. Je reviens, Clément Flegg, à vos formations de techniciens spécialisés. On y trouve quel profil ? Il y a des gens qui veulent changer de métier, par exemple, qui donnent un sens différent à leur vie. Quels sont les profils de ceux qui veulent devenir techniciens comme ça dans la mobilité ? Oui, beaucoup de gens qui sont en reconversion. Alors il y a des mutations économiques de toute façon globales qui fait que voilà, aujourd'hui on a des clients de l'industrie automobile qui nous envoient des personnes qui sont en reclassement évidemment. On s'est rendu compte avec certains cabinets de recrutement que des personnes à qui on propose un plan de reclassement, la réparation donc, dans l'industrie, surtout dans l'industrie automobile par exemple, qui effectivement va avoir moins besoin de main-d'œuvre avec la voiture électrique, par exemple. Et on se rend compte que le choix, quand on propose à ces gens, ou quand on leur demande quelle reconversion, quelle formation ils aimeraient faire pour la suite, et on se rend compte que la trottinette et le vélo électrique arrivent très rapidement, généralement dans le top 3. Donc oui, effectivement, nous, pour l'instant, on est surtout sur des personnes en reconversion et des personnes qui s'installent, qui ouvrent des ateliers avec des compétences élevées, qui sont centrées sur l'électrique. Donc c'est surtout des personnes en reconversion. C'est aussi un peu une évolution du métier, évidemment. On a des stagiaires qui étaient déjà dans le milieu du cycle ou déjà dans le milieu de la mobilité, mais qui veulent monter en compétences. Mais effectivement, à l'heure actuelle, on est plus sur des reconversions, des gens qui sont aussi utilisateurs en tant que particuliers et qui se sont rendus compte que eux, leur produit, il n'est pas forcément bien dépanné, il n'est pas forcément bien entretenu et c'est des personnes qui s'aperçoivent directement du manque, quoi. Alors je voudrais évidemment qu'on parle et qu'on prenne le temps de parler de la durée de vie des vélos électriques et des trottinettes électriques. Cyril Chogari, dans votre gamme, vous mettez en avant la robustesse. Alors ça veut dire quoi quand on parle de robustesse pour un vélo électrique ? Il y a plusieurs choses. On parle évidemment du cadre, c'est-à-dire que c'est un vélo, je veux dire, vous le faites tomber, il ne va pas casser. Aujourd'hui, il y a des marques qui viennent de pays peu chers, qui proposent des vélos en tout cas peu chers, mais qui sont un vrai danger. Et puis la robustesse aussi sur tous les éléments qui sont utilisés sur nos vélos. Aujourd'hui, vous prenez par exemple les batteries, ce sont des batteries qui ont jusqu'à 10 000 cycles. Vous prenez le vélo qui est présenté ici à une courroie, donc on peut faire plus de 25 000 km avec. Je veux dire, les éléments sont faits en telle sorte que l'utilisateur peut rouler et n'a pas besoin de se dire que dans 1 an, 2 ans, il aura 100, 200, 300, 400 euros de frais. Est-ce que justement la réparabilité, c'est quelque chose que vous intégrez à la conception de vos vélos ? Alors tout à fait, donc on travaille principalement avec des magasins, donc avec des revendeurs, et le vélo est fait de telle sorte qu'il est facilement accessible pour n'importe quel mécanicien de pouvoir travailler dessus. Donc c'est vraiment une des choses sur lesquelles on a travaillé, c'est la facilité d'accès aux différents éléments qui un jour devront être changés ou être entretenus. Clément Flegg, c'est quoi alors évidemment ça va dépendre des marques, ça va dépendre des modèles, ça va dépendre de où ils ont été construits, de quand ils datent, est-ce que c'est la première génération des vélos électriques ou une nouvelle génération, mais il y a des points faibles récurrents sur un vélo électrique ? Il y a des points faibles récurrents. Alors sur un vélo électrique, un petit peu moins, et encore que, on s'est rendu compte, parce que nous, au sein du groupe, on a aussi un magasin et un atelier spécialisé, ce qui nous permet de rester au contact de la clientèle. Depuis la crise, il y a quand même une crise du pouvoir d'achat ces 2-3 dernières années, là, ça devient un peu compliqué. Le vélo électrique a vraiment été mis en avant, mais malheureusement, aujourd'hui, comme l'a précisé la personne, il y a des importations qui sont moins sérieuses, il y a des produits qui sont moins chers, moins contrôlés. Aujourd'hui, la disponibilité des pièces détachées n'est pas contrôlée, même si elle est obligatoire. Donc aujourd'hui, on a des vélos il y a une certaine gamme de vélos qui dépassent difficilement les 2 à 4 ans,
que ce soit pour des batteries ou que ce soit pour des composants électroniques, les contrôleurs, les capteurs, etc. Il n'y a pas beaucoup de pièces sur un vélo électrique, mais parfois elles sont compliquées à remplacer. Alors il faut faire de l'adaptation, c'est ce que nous on apprend à nos réparateurs. On leur apprend, si la pièce d'origine n'est pas disponible, ce qui malheureusement est souvent le cas, et voilà, il faut apprendre à diagnostiquer, derrière il faut adapter. Est-ce que c'est encore plus vrai pour les trottinettes électriques, ce que vous décrivez ? Les trottinettes, c'est très très vrai parce qu'on est sur un produit encore moins cher, qui est fait pour être abordable, puisque la trottinette, c'est vraiment fait pour être le moyen de mobilité le plus rapide, le moins cher, le plus léger. Et là, les trottinettes, il y a vraiment un souci. Nous, à l'atelier, en entretien, on a du mal à voir des trottinettes qui dépassent les 2-3 ans maximum. Alors, il y a certaines marques qui sont des marques connues, qui ne fabriquent pas que des trottinettes, pour lesquelles on a des pièces détachées, donc ça c'est vraiment très bien parce qu'il y a vraiment des trottinettes à qui on peut redonner une vie, on peut réparer, on peut remettre en route. Il y a d'autres produits beaucoup plus compliqués et là, dépasser les 2 ans, c'est compliqué. Ouais. Et évidemment, alors c'est une lapalissade, mais le bilan carbone de la mobilité électrique, elle dépend de cette longévité, quoi. Évidemment. Alors le bilan carbone, évidemment, c'est une évidence puisqu'en plus le recyclage est compliqué, c'est des produits encore une fois qui sont pas chers. Donc à part la déchetterie traditionnelle, on peut pas organiser une filière puisque derrière il y a pas d'économie, donc vous pouvez pas organiser une filière. Effectivement, le bilan carbone, le bilan financier, parce que pour le consommateur c'est pas sympa non plus. Quand il achète dans une grande surface reconnue un produit qui va pas durer plus de 2 ans, c'est quand même dommage. Donc il faut améliorer ça sur tous les plans, que ce soit l'impact écologique, l'impact économique. Il y a un gros travail à faire, il faut absolument le faire. Ouais. Cyril Chogari, c'est quoi l'obstacle principal aujourd'hui au passage au vélo électrique ? Ça reste le prix d'achat, ça reste la question des questions de sécurité, où est-ce que je vais garer mon vélo ? C'est quoi les leviers que vous avez, ou les obstacles qu'il faut éviter pour vous ? Alors, je pense que, en toute honnêteté, le prix. La première chose, ça a été vraiment le tarif. Aujourd'hui, à devoir acheter un produit que l'utilisateur finalement ne connaît pas, à des tarifs qui sont 3, 4, 5, 6 000 euros, voire même plus, freine énormément le consommateur. Donc nous, on est vraiment rentré dans un segment de se dire, OK, on veut rendre le vélo électrique abordable. C'est pour ça qu'on réussit si bien finalement. Donc je pense qu'il y a le tarif. Et puis il y a aussi la notion du vol. Si effectivement je dois investir autant d'argent dans un vélo électrique, demain il se fait voler, qu'est-ce qui se passe ? Donc pour moi, ce sont les 2 principaux obstacles aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt. Sur Bismart, on passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. On va parler reforestation. Smart Ideas avec Adrien Pingès, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Morpho, créé en 2021 avec Pascal et Hugo Asselin. Et l'idée de départ, Smart Ideas, c'était quoi votre idée de départ ? Racontez-moi. Alors l'idée de départ, c'est qu'on s'est rendu compte avec mes 2 associés qu'il y avait un besoin de restauration de nos écosystèmes forestiers et non forestiers un peu partout sur la planète, mais qu'il y avait des grosses barrières face à cette restauration, donc des barrières économiques, opérationnelles, scientifiques, et qu'il fallait du coup apporter une solution si on voulait répondre à l'urgence. Donc à partir de ça, on s'est mis à collaborer avec des scientifiques et on a développé Morpho, qui aujourd'hui restaure principalement en zone tropicale et subtropicale. Donc des projets de reforestation avec des drones, c'est ça ? Et pourquoi les drones sont particulièrement bien adaptés à cette ambition, à ce défi ? Alors effectivement, donc, on a les drones qui sont une partie de notre solution. Les drones sont adaptés à ce défi parce qu'on a un enjeu opérationnel, on a un enjeu de coût. Et en fait, souvent, on ne va pas restaurer dans son jardin, on va restaurer dans des zones qui sont complexes. Et il faut pouvoir accéder à ces zones-là. Il faut pouvoir aussi planter rapidement, au meilleur moment, et de manière précise. Et en fait, le drone permet de cocher toutes ces cases-là et de passer à l'échelle la restauration des écosystèmes forestiers. D'accord. Je peux vraiment poser une question de béotie absolue. C'est-à-dire, il va lâcher les graines au bon endroit, au bon moment, rapidement. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. Alors, au bon endroit, au bon moment, c'est exactement ça. Et pour le faire, on fait des analyses au préalable, donc sur les terrains qu'on doit restaurer. On utilise de l'imagerie drone, satellite et des analyses sur site. Mais c'est aussi du largage en fait, de capsules. C'est-à-dire qu'on vient larguer des capsules dans lesquelles on a mis des graines qui vont permettre de faciliter la pousse. Parce que si vous lâchez une graine comme ça, ça va pas être si facile pour elle. Voilà.
Quelles sont les grandes étapes d'un projet de reforestation? Alors, ça se passe en 4 étapes. On a une première étape qui est l'étape d'analyse, donc que je décrivais. Ce qui est extrêmement important, c'est de comprendre la zone qu'on doit restaurer. Chaque zone est différente et chaque mètre carré d'un autre mètre carré va être différent. Donc, il faut vraiment le comprendre. Ensuite, on vient mixer ces données avec des catalogues d'essences, donc d'espèces de plantes qu'on a étudiées dans le laboratoire pour avoir de la connaissance. Et on vient créer des schémas de plantation. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ça, c'est important. Adapter les essences au site, pas planter n'importe quoi, n'importe où. C'est une évidence, sauf qu'il y a eu quelques aberrations commises dans quelques endroits de la planète. Alors, c'est ça, parce que déjà, la première, du coup, le premier point, c'est surtout recréer l'écosystème natif, l'écosystème en place. On n'introduit pas de nouvelles espèces. Et le deuxième point, et ça, c'est ce que personne ne faisait jusqu'à maintenant, c'est qu'on vient planter la plus grande diversité possible. Mais ça présente énormément de challenges, parce qu'il faut connaître les essences, il faut être capable d'avoir les semences, et puis il faut être capable de les comprendre. Donc nous, on essaye de reproduire cette biodiversité au maximum. Et on plante pas que des arbres, on plante tout type d'espèces végétales. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc on a ces schémas de plantation. Ensuite, on a la phase d'encapsulation avec des machines et de plantation avec nos drones. Et après, la dernière phase, c'est la phase de suivi. Ce qui est très important, c'est de se dire que quand on vient restaurer une forêt, c'est pas je plante la forêt puis je pars et puis voilà, advienne que pourra. C'est je plante la forêt puis je la suis. Éventuellement, j'interviens à nouveau, puis je vois ce qui se passe. J'amène de la transparence, j'amène de la compréhension, j'amène de l'analyse. Donc aujourd'hui, on a un logiciel qui retranscrit toutes ces données. Et l'idée, c'est de dire vous plantez une forêt avec nous, mais vous allez être capable de voir cette forêt et de voir cette forêt pousser. Éventuellement, ne pas pousser d'ailleurs, si jamais il y a des problèmes, parce que ça peut arriver. Mais en tout cas, on amène de la transparence et du coup, au fil du temps, on a de la donnée. Où se mènent vos premiers projets et qui sont vos clients en fait? Alors aujourd'hui, nous, on travaille principalement en Amérique latine et en Afrique équatoriale. Donc on travaille en Guyane française, au Brésil, au Gabon, au Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana. On a appelé un peu partout sur la planète, mais on ne peut pas tout faire. Et aujourd'hui, nos clients, alors on a 3 types de clients. On a un premier type de clients qui sont des industriels, principalement les industries extractives. On a après des institutions publiques, donc des gouvernements ou des municipalités, des régions. Et le troisième point, c'est des entreprises privées qui souhaitent contribuer à des projets environnementaux et donc vont financer des projets de restauration où il n'y aurait pas forcément de fonds publics pour le faire. Vous avez levé, je crois, 4 millions d'euros en décembre dernier. Quelle ambition avec cette levée de fonds? La première ambition de cette levée de fonds, c'est de répondre à la demande de nos clients, donc d'être capable de se déployer sur un maximum de terrain, de consolider notre équipe en termes de chercheurs. Il faut alimenter en fait en données scientifiques et être capable de publier, de démontrer tout ce qu'on est en train de faire. C'est aussi une montée en compétences du coup au niveau de nos opérations. Donc en fait, c'est s'équiper et améliorer nos process. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une phase d'accélération finalement. Merci beaucoup, Adrien Pagès, et bon vent à Morpho. Vous allez nous faire voyager en Amérique latine, en Afrique, au Brésil. C'était super. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un grand merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Et je vous dis à demain, évidemment. Salut.